Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de rendre un hommage appuyé à celui qui est pour moi le plus grand gagneur de l'histoire du football français, monsieur Didier Deschamps. Énormément de choses à dire pour un bonhomme dont la carrière a souvent été couronnée de succès et synonyme de victoire. Nous allons retracer son parcours tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Comme la plupart des enfants de son âge, le bâillonné de naissance ne se voit pas véritablement devenir footballeur à l'âge adulte. Effectivement, d'après ses propres mots, il ne considère pas encore le football comme un potentiel métier. Il est cependant rapidement repéré par Giroud qui multiplie les appels du pied pour tenter de le faire signer à la JOCR. Il finit par atterrir au centre de formation du FC Nantes où il côtoie un certain Marcel Desailly, qui sera également son coéquipier à Marseille, à Chelsea et en équipe de France. C'est vrai que maintenant, Didier, salut, félicitations. Le plus dur reste à faire finalement. C'est vrai que c'est tout à base de concentration et de travail, encore une fois, pour y arriver. Je sais ce que tu vas dire. Parle normalement, ne parle pas comme un consultant ou un journaliste. Je suis Dédé, je suis ton ami. Bon, Dédé, bravo. Donc parle normalement, c'est pas grave si on t'écoute. Voilà. On t'aime, mon Dédé, tu sais, hein. Il enchaîne les bonnes performances au poste de milieu défensif et finira par être appelé en 1989 avec l'équipe de France A par l'entraîneur de l'époque, Michel Platini. Hélas pour les Canaries, son appétit de victoire commence à le titiller et pour cela, il faut quitter Nantes, direction l'Olympique de Marseille. À l'instar de Franz Beckenbauer, le futur entraîneur de l'OM, ses relations avec Bernard Tapie sont compliquées. Ah là là, sacré Bernard, comment peux-tu te brouiller avec 2 des 3 entraîneurs champions du monde en tant que joueur et sélectionneur ? Après un bref passage à Bordeaux, il revient à l'OM et en devient le capitaine. C'est d'ailleurs avec ce club que, enfin, une Ligue des Champions atterrit dans l'escarcelle d'un club français en 1993. Didier Deschamps devient alors le seul et unique capitaine à ce jour à avoir soulevé une Coupe d'Europe pour un club français. Car oui, quand vous entendez à jamais les premiers, c'était déjà Deschamps. Mais malheureusement, affaire VAOM, Bernard Tapie, blablabla, en 1994, après une Coupe du Monde que la France n'a pas jouée, Deschamps décide de rejoindre la Juventus de Turin. À l'époque, le credo de la Juve est simple, gagner à n'importe quel prix, le mariage Didier Deschamps, vieille dame, est somptueux. Le footballeur né en 1968 dispute alors 4 finales européennes consécutives avec son club, ne remportant que la Ligue des Champions en 1996. Hélas, les 2 années qui vont suivre sont plutôt cruelles pour la Juve, balayée en finale de Ligue des Champions par le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Mais les Français de l'effectif vont pouvoir se consoler avec ce qui va suivre le 12 juillet 1998. Et comme Zidane, Deschamps éprouve une lassitude physique et mentale après le titre suprême. C'est ce qui le pousse à quitter la Juventus pour rejoindre le championnat anglais et Chelsea, où il y retrouve son ami Marcel Desailly. Il tente un dernier challenge en faveur du FC Valence après avoir remporté l'Euro avec les Bleus, et atteint tout de même la finale de Ligue des Champions en 2001, perdue contre le Bayern Munich. C'est au terme de cette saison qu'il finit par mettre un terme à sa carrière. Et maintenant que nous avons analysé son parcours en club, nous allons nous intéresser à la sélection nationale, et bon Dieu, il y en a des choses à dire. C'est le 29 avril 1989, face à la Yougoslavie, que Didier Deschamps honore sa première sélection avec les A. Mais il faut savoir qu'avant ça, Deschamps a connu presque toutes les catégories de sélection de l'équipe de France, minime, cadet, espoir, dont il est presque toujours le capitaine. Malgré les non-participations aux mondiaux 90 et 94 et le fiasco de l'Euro 92, c'est confiant que Deschamps aborde l'Euro 96, tout auréolé de son titre en Ligue des Champions. Bien que le parcours s'arrête en demi-finale contre la République tchèque de Pavel Nedved et de Karel Poborský, Deschamps est confiant pour l'avenir, ce groupe est bon et le futur lui donnera raison. En donnant à la France une structure et une cohésion jamais vues dans l'histoire de l'équipe nationale, Deschamps la portera au firmament en l'aidant à remporter la Coupe du Monde en 98 et l'Euro en 2000. Et c'est alors qu'il est champion d'Europe depuis seulement quelques minutes que Deschamps décide de mettre un terme à sa carrière internationale. Même si le sélectionneur Roger Lemaire le convainc de rester jusqu'à la Coupe du Monde 2002, Deschamps puise déjà dans ses réserves depuis trop longtemps et veut voir grandir son fils. Mais à peine les crampons raccrochés, l'appel du terrain est déjà trop fort et Deschamps se retrouvera de l'autre côté de la ligne de touche et devient entraîneur. Il mène notamment Monaco en finale de la Ligue des Champions en 2004 qui s'inclinera contre le FC Porto de José Mourinho 3-0. À l'issue de la saison 2005-2006 et alors que la Coupe du Monde n'a pas encore débuté, les Bianconeri se retrouvent dans une sombre histoire de matchs truqués et la relégation leur pend au nez. Cela n'empêche pas Deschamps de signer pour la Juventus de Turin le 10 juillet 2006, une journée seulement après que l'Italie ait remporté la finale face à la France. Et le couperet tombe, relégation en 2e division, 17 points de retard, la saison de la Juve est mal partie.
Mais le Basque peut toujours s'appuyer sur un noyau dur de joueurs qui ont fait les beaux jours du club comme Camoranesi, Buffon, Nedved, Del Piero et Trezeguet qui aideront le club à remonter en première division seulement un an après sa descente. C'est alors qu'à l'orée de la saison 2009-2010, Marseille se cherche un successeur à Eric Guéretz et Deschamps est le candidat idéal. Il a pour mission de redonner le sourire à un club endeuillé par la mort de son propriétaire emblématique, Robert Louis Dreyfus, d'une leucémie. Dès son arrivée, Deschamps recrute les expérimentés joueurs argentins Lucho González et Gabriel Heinze et Souleymane Diawara qu'il recrute de Bordeaux. Et c'est à 2 journées de la fin que Marseille remporte enfin la Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans et réalise le doublé Coupe-Championnat. Mais Deschamps le sait, après plus de 10 ans dans le métier, ce qu'il veut c'est son pays, et c'est alors que l'Euro 2012 se termine dans des conditions peu idylliques pour les Bleus qu'il prend enfin l'équipe de France en main. Souhaitant laver l'affront de son groupe après la trahison de Naïsna, il sera intransigeant, il devra trancher dans le vif. À son arrivée, il peut déjà s'appuyer sur les cadres que sont Patrice Evra, Mamadou Sakho, Mathieu Valbuena, Franck Ribéry et Karim Benzema. Malheureusement, à l'orée de la Coupe du Monde 2014, Deschamps se retrouve en barrage face à l'Ukraine et se prend les pieds dans le tapis lors du match aller en perdant 2-0. 15 novembre 2013, le match retour se profile, les héros vont devoir sortir les tripes et c'est ce qu'ils font. Oui, il a frappé, c'était pour Pogba, la frappe, allez peut-être le but, ouais, laisse jouer. Derrière peut-être. La frappe. But. Cette fois c'est au fond. Cette fois-ci elle est au fond. Et c'est validé. La tête de Sakho. La frappe. Ouais. Elle a le but peut-être. Oh là, Paul Pogba. Elle est remontée Ribéry. Nouvelle occasion. C'est au fond. Alors que sa tête était mise à prix, il se retrouve prolongé jusqu'à l'Euro 2016, malgré la défaite lors de la Coupe du Monde 2014 en quart de finale face aux Allemands, futurs champions du monde. Et c'est bien connu, l'équipe de France n'aime pas se simplifier la vie, alors que l'Euro 2016 se profile, l'affaire de la sextape entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema éclate, et le groupe français avec eux. Malheureusement, le 13 novembre 2015, cette affaire passe vite au second plan le temps de quelques jours. C'est alors qu'après la défaite contre l'Angleterre et le match le plus anecdotique de leur carrière, Deschamps et son équipe apparaissent soudés comme jamais. Une fois la pression redescendue sur le reste du monde, celle-ci se permet de revenir sur les épaules de notre Didier National lorsqu'il annonce ne pas trop compter sur Hatem Ben Arfa et Karim Benzema, alors en forme étincelante pour l'Euro 2016. Certains spécialistes se permettent des commentaires de haut niveau, comme par exemple cet abruti, ce génie d'Eric Cantona qui accuse notamment Deschamps de racisme. Cela n'empêche pas les troupes de Deschamps de faire un Euro de bonne facture à domicile, qui les voit s'incliner en finale face au Portugal. Après la déception européenne, l'objectif est tout autre, il faut viser le titre mondial en Russie. Et le plan de jeu de Deschamps commence à se préciser. Malgré un parcours semé d'embûches comme ce match terrible face à la Suède et cette énorme erreur de Lloris, les Bleus tiennent leur qualification, ils seront en Russie pour la Coupe du Monde. Ils arrivent en Russie avec quelques certitudes, beaucoup de doutes, mais surtout énormément d'envie, et c'est ce qui fera la différence. Après un premier tour poussif face à l'Australie, le Pérou et le Danemark, les Bleus finissent par écarter l'Argentine de Messi, l'Uruguay de Suarez et Cavani, la Belgique d'Hazard, et enfin la Croatie de Luka Modric, pour devenir pour la deuxième fois champion du monde. La Dèche devient alors le 3e entraîneur dans l'histoire du foot à gagner la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. C'est donc avec une évidence prononcée que Didier Deschamps sera l'entraîneur de la France à l'Euro 2020. On a déjà d'y être. Ouf, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? La principale qualité de Deschamps en tant que joueur, ce n'était ni sa vitesse, ni sa technique, ni son physique, ni sa puissance, ni n'importe quelle autre qualité qu'un joueur lambda devrait posséder. Non, ce que Deschamps sait faire, c'est diriger, être un leader, être un gagnant. C'est en effet cette qualité qui le guidera tout au long de sa carrière et qui lui permettra de remporter tous les titres possibles. D'après ses propres dires, il a été beaucoup inspiré par Aimé Jacquet, son entraîneur en équipe de France, champion du monde en 98, et par Marcelo Lippi, son entraîneur à la Juventus, champion du monde en 2006 avec l'Italie. Les préceptes de Deschamps sont simples, on gagne en équipe, on perd en équipe, on ne respecte pas l'équipe, on dégage. Et aux grandes dames de joueurs comme Karim Benzema par exemple, difficile de lui donner tort. Enfin, c'est tout naturellement que de nombreux stades ont été redécorés en son nom, notamment le stade du Cap d'Aille, ville où Deschamps réside, qui s'appelle désormais le stade Didier Deschamps. Et bien voilà, je crois avoir tout dit pour clore la vidéo sur celui qui est pour moi la plus importante personne de l'histoire du football français. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant un prochain épisode, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, champion du monde.